C'était très, très, très compliqué. Puis ça a pris un bon 2 ans avant qu'on ait un minimum de résultats acceptables. Une nouvelle usine à Sherbrooke qui est en construction présentement, qui va être l'usine la plus automatisée nord-américaine. On est tout-dessus de 25 gestionnaires qui chapeautent les 800 personnes. Bon, on essaie de travailler sur la business et non dans le business, mais c'est tout un défi. Des fois, c'est les décisions les pas faciles à prendre qui sont les meilleures. Parce que je m'occupe des opérations, donc moi, je suis pas mal dans les usines. Mais... OK. Mais, tu te promènes à travers les différentes usines parce que vous en avez quelques-unes, justement. Certainement. Oh, fantastique. D'ailleurs, chaque fois que je passe devant l'usine de Sherbrooke, je suis inspirée et impressionnée. C'est beau, hein? C'est immense. L'autre jour, j'ai passé avec mon copain, puis il était comme, hey, c'est tellement gros! Ouais, parce que Claude, elle aime ça, les quartiers industriels, c'est sa passion. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais. Moi aussi. Elle va se promener la fin de semaine avec son chum en auto dans les usines. Puis là, elle va voir les quartiers industriels de chaque ville. Puis là, depuis que Sherbrooke grossit puis qu'il y en a de plus en plus, là... Mais Sherbrooke, on a le dernier permis de construction qui va permettre de construire 65 pieds de haut. Quand on l'a reçu de la ville, ils l'ont transmis puis on dit vous allez être la dernière bâtisse qui va pouvoir être aussi haut. Ah fait qu'on est vraiment fiers de ça. C'est fou, mais c'est... Ça fait combien de temps de ça? Puis ça doit faire un bon 4 ans. 4 ans que c'est construit, l'agrandissement. C'est un agrandissement. Ouais. Puis en plus que, super pertinent, c'est que pendant la pelletée de terre, au début des travaux, c'est mon père qui a ouvert les plans, puis il dit « Comment vous avez fait ça d'eau? » On a dit 42 pieds. Puis 42 pieds, c'est la hauteur la plus performante économique. Puis il dit « Pourquoi vous n'avez pas fait ça 65 pieds d'eau? » Fait que là, on a tout viré ça de bord, on l'a fait 65 pieds d'eau. Fait que là, c'est encore plus performant au niveau du pied carré? Ben, c'était plus optimisation. OK. Fait que futur, mettons, stratégie 10-15 ans. Qu'est-ce qui se passe dans 65 pieds de haut, là, quand on est rendu? C'est comme des étages. Fait que dans le fond, c'est un centre de logistique de pièces, de chaises en grande partie. Aussi, il y a des tables ajutables, il y a des caissons de métal. Puis ça sert à vraiment l'usine de fabrication des fauteuils puis des chaises à Sherbrooke. OK. Fait qu'il y a 5500 spots palettes, 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds. 4 pieds de large, 4 pieds de haut, 4 pieds de profond. Fait que dans le fond, énorme. Jusqu'en haut, c'est du racking de ça. Là. Hey, c'est haut comme ça n'a pas de bon sens. Puis l'assemblage, ça se fait en bas. Oui, exact. Fait que là, mettons, les palettes, ils vont chercher ça. Puis là, c'est full ergonomique. Puis tout. T'as 2 lifts qui peuvent avoir un humain ou pas d'humain. Fait qu'il y a un fil de métal dans le plancher qui a été posé dans la dalle de béton pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident avec les rackings. Puis le lift, il monte à 60 pieds, il va chercher la palette. Fait que c'est comme un transpalette. Puis les rangées sur la largeur du lift. Fait que, mettons, le lift, il y a, exemple, 72 pouces, mais la rangée a 72 pouces. Fait que c'est finalement beaucoup plus automatisé dans ces endroits-là. C'est rare qu'il y ait un humain qui monte dans le lift. Effectivement. Puis là, cette technologie-là, on dirait j'ai plein de questions là-dessus, mais c'est-tu vous qui l'avez inventé ou bien c'est comme quelqu'un qui a pris ça d'une autre place, qui l'a amené chez vous? Nous autres, pas mal toutes les technologies qu'on a dans l'entreprise, c'est des technologies qui existent, mais qui sont adaptées à notre réalité. OK. Fait comme ça, c'est une technologie qui existe, qui est à la fine pointe de la technologie, à l'avancée technologique. On l'adapte à les besoins qu'on a. C'est vraiment hot. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'entrepôt comme tel de tout ça, là. Ils sont peut-être 4. 4 personnes? Fait que c'est vraiment optimisé. T'as quelqu'un qui reçoit, qui inspecte, il y a quelqu'un qui sort le stock, il y a quelqu'un qui s'assure que, dans le fond, la transition entre la production et le shipping sont bien accomplies. Puis il y a aussi une autre personne qui fait plus la qualité, mettons, du département, s'assurer que tout roule, plus un chef d'équipe. C'est fascinant, j'aurais jamais pensé. Moi non 4 plus. Personnes. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de pieds carrés, là. Oui. C'est beaucoup de pieds carrés pour 4 personnes, là. T'as dit combien de pieds carrés? Dans le fond, l'usine totale, on va avoir 70, mais l'agrandissement que tu parles, c'est 25 000. 25 000 pieds carrés. Oui, mais sur beaucoup haut. Ben, c'est ça, j'allais dire. c'est ça, ouais. OK, bon, parfait. Ben, écoute, on se lance. On pourra continuer à en parler parce que c'est vraiment intéressant. Martin Pelletier, bienvenue sur le Startup Podcast. On est très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci. Tu es premier vice-président opération chez Artopex. Veux-tu nous introduire à ce que c'est Artopex? Oui, dans le fond, c'est une entreprise familiale. Mon père est parti à zéro, il a 45 ans. On a 45 ans cette année. Fait qu'on est super... Merci. On est super fiers de fabriquer puis de concevoir du mobilier bureau au Québec.
Fait qu'on est vraiment en fabrication au Québec. On a 86% de tous nos achats sont locaux, proches, dans le fond, des 6 usines. Fait que ces 6 usines, c'est 800 collaborateurs maintenant, employés. Fait qu'on est pas mal fiers là-dessus. Moi, je fais partie de la 2e génération avec mon frère. Fait que, dans le fond, moi, je m'occupe des opérations RH, TI, finance. Puis mon frère, il est plus vente, marketing, R&D. OK, C'est super. beaucoup de chapeaux? Oui. Pour 2 personnes? Une grosse équipe. Là. OK. Dans le fond, on est au-dessus de 25 gestionnaires qui chapeautent les 800 personnes. Fait que c'est loin d'être une histoire de 2 personnes. Oui, c'est ça. Exactement. J'en doute pas. D'ailleurs, on va aussi sortir un épisode la semaine prochaine, Ouais. si je me trompe pas. On va s'asseoir avec toi, Martin, et Martin de la Roseville de chez Team Factory. Donc là, on va vraiment pouvoir plonger dans tout l'univers humain d'Artopex parce que paraît-il que tu es un leader exceptionnel. Donc, on a hâte d'en jaser. Fait que pour ceux que ça intéresse, ça va sortir la semaine prochaine. Wow. On enregistre après. Donc, mais là, on plonge un peu dans ton histoire, celle de ton entreprise. Donc, veux-tu nous expliquer, pour Martin, ça a commencé où? Là, j'en comprends que ton père était déjà chez Artopex, était déjà dans Artopex, là, mais Oui. plus jeune, comment ça s'est passé, là? Fait que dans le fond, on a eu la chance de commencer tôt. T'sais, on a toujours été quand même assez intéressés puis impliqués, là, sans vraiment pression. Commencé dans l'usine à 14 ans à travailler dans les usines, surtout ProMeuble, qui est l'usine maître là, à Granby, où est-ce qu'on fabrique la mélamine. Puis dans le fond, c'est plus, mettons, au cégep qu'on est devenu plus sérieux, moi et mon frère, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'on se sépare un peu les tâches, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis plus les discussions sont arrivées plus là. J'ai travaillé aussi à quelques emplois aussi à l'extérieur d'Artopex, qui je pense que c'est très important pour savoir que l'entreprise familiale n'est pas parfaite, mais les autres non plus sont pas parfaites ailleurs. Fait que ça a commencé de même, puis ça fait 16 ans que moi puis Francis, après l'université, qu'on est rentré officiellement. Puis ça fait à peu près 5 ans que Daniel nous a donné, notre père, toutes les opérations. Fait que maintenant, on navigue dans les opérations à deux chefs un peu là, dans les opérations. Fait que c'est une grande collaboration. Plus jeune, est-ce que toi, tu savais que tu avais envie d'être entrepreneur, d'être dans la relève ou pas? C'est sûr que, tu sais, le début dans Artopex, avant Artopex, c'était ProMeuble. Mon père est parti ProMeuble. Il avait réussi à avoir ses 2 frères à ses côtés. Il fait partie en 1980. En 82, son frère plus vieux, vendeur, Maurice, s'est joint à l'équipe. Puis en 87, le 3e frère s'est joint, qui était plus RH, plus shipping, plus le funny guy un peu. Fait que dans le fond, ça a toujours été une grosse histoire de famille. Puis on toujours avoir vraiment beaucoup de fun. T'sais. Il y avait beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Puis même en dehors des usines, ils parlaient pas de business, puis il y avait du fun ensemble. Fait que nous, ça nous a inspiré, ça. Oui, ça a eu un impact là, finalement sur toi et ton frère. Oui. Puis vous deux, vous avez une complicité, j'imagine. Avez-vous un grand écart d'âge ou pas vraiment? On a 2 ans et 1 mois seulement d'écart d'âge. Francis est plus jeune que moi de 2 ans. Puis on a toujours une super belle relation dans toute notre vie. Là. Fait que dans le fond, ça n'a juste pas changé avec la business. Surtout pas changé avec la business. Mais là, est-ce que les cousins, cousines se sont greffés aussi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi élargi ou c'est vraiment juste vous deux au niveau familial? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de cousins-cousines dedans. On est vraiment 2. Tous les autres cousins ont fait des chemins un peu séparés de la business. Là, tu as dit que vous êtes allé à l'université. Donc, ce que j'en déduis, c'est que la discussion quand vous étiez adolescent, c'était oui, les gars, Artopex, mais vous devriez faire vos études pareil. Est-ce que c'était ça, le dialogue ou autre chose? Ben, je pense que mon père nous a toujours encouragé à faire des études quand même à un certain niveau. C'est sûr que lui aussi, en côtoyant, lui, il avait un cours, plus un genre de DEP, un cours de dessin industriel, plus un gros bagage de vrais travailleurs. Il est entouré de beaucoup de gens qui avaient fait l'école aussi. Fait que c'est sûr que c'était très naturel pour nous de pousser. Puis notre père, en même temps, de nous pousser, mais pas trop fort, là, mais juste un peu pour ça. Fait que juste correct, il y avait un intérêt de votre côté à aller à l'Uni ou c'était vraiment, non, là, on a hâte de terminer pour pouvoir travailler? Hâte de terminer, c'est une grande question. Oui puis non. C'est assez intimidant, pareil, de rentrer puis d'essayer de rentrer dans une entreprise familiale, Ouais. que c'est des usines, tout ça. Il y a quand même beaucoup de défis, là, mettons. Même avec les relations des gens, tout était vraiment vu comme le fils du patron veut pas la première journée. Fait que c'est pas nécessairement... T'as pas nécessairement le goût, mais Ouais. tu sais qu'il faut que tu le vives. Puis là, c'est avec le temps qu'à un moment donné, ça, tout tombe bien. Là, dans le fond, là, tu fais ta place, puis là, c'est mieux. Puis là, les gens, ils te reconnaissent comme toi et non le fils du
sous-boss. Là, fait que ça s'est bien fait, mais ça a pris un certain nombre de temps. Puis oui, j'étais pas mal stressé. Certains meetings de 20 employés, les premiers, c'était pas naturel, ben. C'était quoi les rôles dans lesquels vous étiez impliqués, toi et ton frère, au début? Est-ce que ton père vous a fait commencer comme vraiment au bas de l'échelle, vous faire tout, ou bien directement vous a fait gérer des équipes? On a commencé au bas de l'échelle. Dans le fond, pour ma part, dans l'usine, on a travaillé dans l'usine montage de meubles. Ça, c'était vraiment le fun. Parce que c'était vraiment les débuts des premiers jobs. Fait que c'était vraiment cool. Après ça, j'ai fait du prix de revient. On a fait beaucoup d'amélioration continue dans les usines. Fait que du mapping de production, ces choses-là. Fait que vraiment apprendre la base du Lean Manufacturing, c'était vraiment intéressant. Pour ça, j'ai parti d'une compagnie de murs pleine hauteur, dans le fond, des murs amovibles en verre. En parallèle? Non, dans Artopex. Fait que j'étais directeur général, j'ai parti ça, on a monté ça à 26 employés, 6 millions de chiffre d'affaires. Puis à la pandémie, on l'a fermé. On s'est associé avec une autre compagnie québécoise à la place parce que dans le fond, on voulait se recentrer vers les choses qu'on est vraiment, vraiment meilleurs, puis qu'on a une longueur d'avance. Puis il fallait mettre quand même beaucoup de sous pour pouvoir continuer dans ce domaine-là. Fait qu'on a décidé que c'était la meilleure décision. Puis aujourd'hui, je peux vous confirmer que c'était une très bonne décision, mais des fois, c'est les décisions les pas faciles à prendre qui sont les meilleures. Bien, c'est sûr que oui, parce qu'en fait, ben là, le télétravail, puis tout ça, ça faisait en sorte que les bureaux avaient peut-être moins besoin de ces panneaux-là ou peu importe. On était inquiètes à ce temps-là, comme toutes les business un peu manufacturières. On ne savait pas trop qu'est-ce qui nous attendait. Pour la division que je vous parlais, il fallait mettre quand même pas mal d'argent pour pouvoir l'amener à un autre niveau, puis on n'en faisait pas encore. Fait que c'est sûr que là, c'est une grande décision. On avait un très bel esprit d'équipe, ça allait super bien quand même, dans le sens qu'on avait accompli certaines notoriétés sur le marché puis tout ça. Mais aussi, c'est que c'était une business de construction. Fait qu'il fallait voir des contracteurs puis gérer des contracteurs. Puis ce milieu-là, chez Artopex, c'est moins naturel et c'est beaucoup plus dur à gérer. Fait que à la pandémie, on a pris les bonnes décisions de se recentrer dans le cocon de tabac. C'est important de savoir s'arrêter. On en a parlé. C'est drôle, on en a parlé tantôt dans l'épisode qu'on a enregistré avec Martin, l'importance de, tu sais, des fois en affaires, tu t'avances dans une direction, il y a des investissements de temps, d'argent, mais si tu te rends compte que c'est pas la meilleure décision, c'est correct de mettre fin, même si on enregistre une certaine perte, c'est pour faire mieux après. Là, donc, on entend la même chose dans ton discours. C'est ça, puis on a appris full d'affaires, on a évolué, moi j'ai grandi là-dedans, tout le monde a grandi, puis aujourd'hui, je pense que c'était juste merveilleux. Là. La bonne décision. Sur le coup, c'était... Ben c'est ça, j'allais demander, parce que là, ça, c'était un peu comme ton bébé dans le gros bébé familial. Puis, est-ce que toi, tu avais 2 chapeaux à ce moment-là? Non, j'étais juste là-dedans. OK, t'étais juste 100% là-dedans. Ouais. Donc, c'était carrément une nouvelle job en 2020. Quasiment? Ouais, exactement. Fait que dans le fond, en 2020, j'ai pris la place du VP Opération. Le VP Opération est parti. Fait que là, on a vraiment pris les directeurs, dans le fond, on pourrait dire Daniel puis moi, là, le président puis moi, dans le fond. Puis Francis aussi, il a monté à vice-président vente marketing. Fait que dans le fond, il a pris toutes les ventes, toute la R&D, tout le marketing. Puis là, c'est là qu'on a vraiment steppé up à partir de environ ça, là, 2021. OK. Environ. Je suis curieuse de savoir, ton père, Daniel, c'est quel type de leader? Mon père, c'est un gars qui a parti ça à scratch. Fait que dans le fond, c'est un gars qui a toujours protégé la compagnie avant tout, puis qui a toujours l'idée avec un leadership puissant, mettons. Puis, fait que c'est un très bon leader. C'est un gars qui veut que la compagnie avance, que c'est la compagnie qui va gagner. Puis c'est un gars ouvert aussi à les propositions puis tout ça, là. Tu sais, dans le sens que c'est un gars... ouvert. Et très travaillant aussi, on peut dire. C'est fantastique. Puis quand vous étiez jeune, ton frère et toi, là, vous sortez de l'université, justement, quelle place votre père vous faisait dans l'entreprise? Est-ce que lui aussi avait ce désir de... Ben, en fait, aviez-vous le désir de vous dissocier du fait que c'était votre père en affaires? Puis comment ça se gérait? C'est sûr que, mettons, comme Francis est parti, mettons, un exemple, dans les ventes, fait qu'ils l'ont mis dans les hôpitaux. Fait que c'était pas mon père, c'était plus Maurice, qui était son frère, au top des ventes, qui l'avait mis là, mais il l'avait pas mis sous Maurice, il l'a mis sous Luc Trudeau. Fait que c'est un exemple, on n'était pas directement sous eux, parce que c'est quand même assez gros. Fait que ça nous a permis aussi de connaître le staff, tu sais, puis ces gens-là sont encore là. Fait que ça nous a permis de s'intégrer dans la gang, puis faire nos preuves, tu sais, dans le fond...
Francis, il avait vendu, je pense, c'est 3 millions. L'année 2, dans les hôpitaux, on ne vendait rien. Fait qu'il avait prouvé qu'il y avait les résultats. Fait que ça apporte la confiance, puis la crédibilité, puis tout ça. C'est fou, hein? Le mot prouver, on dirait qu'on l'entend souvent parce que souvent, on va se faire dire « Ah ben là, tes parents avaient ça, ça a tellement été facile. » Mais des fois, bâtir de rien, personne n'a d'attente envers toi. Mais quand tu as un parent qui a bâti une aussi grosse entreprise, tu as une pression qui est énorme des fois, qui peut tellement... Tu dois avoir l'impression de... Ben, je sais pas, là, je dis ça, je le vis pas du tout, mais Claude, je pense que tu l'as vécu un peu, mais d'avoir comme un plafond de verre là, au-dessus de toi qu'il faut que tu défonces pour prendre un petit peu ta place. Mais je dirais que je la vois comme quand même forte, cette pression-là. Moi, je te dirais, mettons, pour un exemple, là, mon père, c'est un bâtisseur. Fait que lui, il a bâti. Quand tu bâtis, tu penses d'une certaine façon. Fait que t'es en train de placer des blocs, puis t'es en train de bâtir, puis ça monte, ça monte. Moi, mon frère, quand on est arrivé, on a l'impression qu'on était plus en mode défensif. On était plus en protection du château. Fait que t'as un château, t'es dedans. T'as des mitraillettes, puis là, tu tires le monde, parce qu'il faut pas qu'il t'atteigne, parce que t'as une certaine grosseur, puis tu te fais attaquer de partout, parce que tout le monde veut tes parts de marché, tout le monde veut tes employés, tout le monde veut... Fait que ça fait une dynamique. Puis là, comme mon père est un petit peu plus loin dans sa tête, dans son rôle, puis nous autres, on a plus le contrôle. Nous autres, on veut continuer de bâtir, puis lui, il veut plus protéger. OK. Ça a comme inversé le setup un peu. Puis là, on t'arrête d'imaginer comment on va vraiment faire les 5 prochaines années, puis on le fait à tous les jours de notre vie, mais ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment la bâtir comme Daniel au début de sa vie avec ses frères. Mais là, on n'est pas en mode défensif quand on parle de ça. On est vraiment en mode vision. C'est quoi ta vision du, non seulement le reprenariat, mais de travailler en famille? Parce que c'est un peu de ça qu'on parle. C'est quoi les avantages et les inconvénients de cette façon-là de faire affaire? Il y a beaucoup d'avantages parce que dans le fond, tu as la chance de vivre ça avec les gens que tu aimes. Fait que ça, c'est le fun au bout. Puis dans le fond, ça permet de faire tous les bons côtés puis les moins bons quand c'est plus tough. Fait que t'es vraiment ensemble, fait que c'est vraiment beau, c'est vraiment incroyable. Puis l'autre affaire, c'est que je dirais, mettons, les mauvais côtés, c'est plus que à un moment donné, ça va tellement vite que tu connais plus ton père ou ton frère dans le rôle professionnel que dans la vraie vie. Fait que là, c'est ce bout-là qui est tough à aller rechercher parce que là, on se voit pas la fin de semaine, on se voit toute la semaine, tout le long. Fait que là, tu veux te voir la fin de semaine, on se voit la fin de semaine, mais pas toutes les fins de semaine. Fait que mon point, c'est d'aller rechercher l'humain en arrière de l'entrepreneur ou du président. Puis mon père, c'est comme le même gars, mais finalement, c'est pas le même gars. T'sais. Si tu vas chez eux, c'est pas comme à la job. Fait que c'est ça qui est intéressant. T'sais. C'est un défi. Oui, c'est ça. C'est un défi que vous avez eu à aborder en tant que famille. On le vit. On le vit plus qu'on l'aborde, là, parce que on a du fun, nous autres. On rit, on fait plein d'affaires. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'un bel avantage de travailler en famille, puis vous semblez bien l'incarner, c'est la confiance puis l'alignement des valeurs. C'est pas comme ça dans toutes les familles, mais quand tu as la chance que ce soit comme ça, c'est exceptionnel de travailler ensemble parce qu'il y a comme une confiance qui est un peu inébranlable jusqu'à preuve du contraire. C'est sûr que, tu sais, avec les rôles qu'on fait, on se fait beaucoup confiance. Ça, c'est très important. Sans ça, ça ne marcherait pas. Puis aussi, je te dirais, on se connaît beaucoup. Fait que dans le fond, on sait les forces, les faiblesses de chacun. Ou est-ce que c'est sensible, pas sensible? Fait que ça va super bien parce que tu connais la personne par cœur. C'est un peu comme un couple, dans le fond. Tu connais ton conjoint, ta conjointe par cœur. Fait que tu sais ce qu'il faut que tu fasses pas. Puis il faut s'adapter, il faut évoluer, mais tu sais. Ah oui, c'est vrai. Il faut respecter l'autre aussi. Là, tu connais les angles morts de ton frère, de ton père, un peu mieux que d'autres personnes, peut-être. À quoi ça ressemble ton quotidien aujourd'hui? Parce que là, t'es arrivé en studio puis tu nous as dit aujourd'hui, c'est une journée très différente. Fait que c'est quoi une journée traditionnelle? C'est sûr que quand on sort du bureau pour on s'occupe des opérations, c'est très motivant parce que, tu sais, dans le fond, j'ai été dîner avec un ami, puis là, à ce soir, j'ai avec des clients. Fait que c'est le fun au bout. Fait que t'apprends à sortir un peu du quotidien. Ça fait toujours du bien, je pense, pour ce genre de journée-là. Mais moi, je suis un gars qui fait du training le matin. Un matin, j'ai trainé 1 heure de course à la maison. Tapis roulant, c'est plus safe que sortir quand il fait fret, il mouille, il fait ci, il fait ça. Puis souvent, les meetings commencent à 7 heures. Fait qu'à 7 heures, on est en meeting. Un matin, on est en meeting à 7 heures. Sur le plancher, virtuel? Souvent, c'est dans des teams avec toutes les divisions, toutes. Sur le plancher, c'est vraiment plus des visites d'usine puis de l'encouragement parce que moi, sur le plancher, il n'y a personne qui est sous moi. Fait que, même si je suis sur le plancher, c'est plus pour comment vont tes enfants puis comment va la vie plus, là, puis encourager les gens. OK. Fait que là, les rencontres commencent à 7 heures. C'est tôt quand même. Ben vraiment. Puis là, mettons, une journée typique, 5 heures, le cadran, il sonne, on s'en va courir.
4h30. 4h30, OK, ouais. 4h30 plus. Là, on s'en va courir. Ensuite, meeting. Puis, la part où tu disais qu'il faut que tu prends soin des gens, que tu vas t'informer sur eux, ça occupe combien de pourcentage de ton temps dans une semaine? Ça, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Moi, faire une visite d'usine avec un client, c'est prendre l'occasion de faire ça en même temps. Okay. C'est comme j'essaie de tout intégrer. Sinon, on n'a pas le temps de tout faire séparer. Comme là, on a fait une nouvelle acquisition qui est Trica, qui est une entreprise de meubles résidentiels qui est à Saint-Jérôme, une entreprise formidable qu'on a acheté, ça fait 2 mois. Fait que dans le fond, sont 130 employés. Puis là, on apprend à les connaître. Fait qu'on va là-bas, on fait les tournées de plancher, ils viennent chez nous. Puis là, fait que là, on fait ça. Là, on apprend à se connaître. Mais c'est vraiment de la connexion humaine tout le temps, finalement. Oui. Toute la journée. Oui, mais c'est sûr que il y a des discussions sérieuses aussi, là, puis des plaintes, puis des clients, puis des ci, puis des ça, puis des devancements de commandes, puis plein de défis, mais les partenaires, mettons les fournisseurs, les fournisseurs qu'on a, c'est des partenaires, ça fait des années, fait que c'est des amis, c'est des amis, c'est des connaissances, c'est des amis. Fait qu'on a peur beaucoup dans un réseau qui perdure, ça fait longtemps. T'sais. Fait que tout le monde a son petit rôle pour que la compagnie marche, que tu sois fournisseur, que tu sois client, que tu sois employé. Fait que ça, on reconnaît ça. T'sais. C'est important. Puis de ton côté, la journée commence assez tôt. Ça termine vers quelle heure? J'essaie de quitter le bureau à 6 heures. C'est quand même quasiment... Mais pas le vendredi. Le vendredi, c'est plus tôt. Bon, ben c'est parfait, ça. Ouais. C'est important. Ouais. Plutôt 16h ou midi? J'essaie de partir, mettons, vers 3h30, mettons, puis faire des meetings dans l'auto. Là, tu dis, dans le fond, quitter le bureau. Donc, si je comprends bien, le matin, ça commence en virtuel, puis à un certain moment, tu te déplaces au bureau pour continuer la journée? Ou non, je suis au bureau tout le temps. T'es au bureau? Ouais. Est-ce que tu dis au bureau? Le gym, il est au bureau? Non, il est à la maison. OK, super. Fait que gym, après ça, direction bureau. Ouais. T'habites en Estrie ou à quelle usine? Bromont. Bromont, fait que tu vas à Granby. Je travaille à Granby, oui. Fait que Granby, comme tu dis, c'est l'usine maison, c'est comme ça que tu as appelé ça? Maison-mère. Maison-mère. Oui, c'est ça. C'est le siège social, dans le fond. Là, c'est là qu'il y a tous les services. Il y a les finances, les TI, le service à la clientèle, les submissions. Toutes ces gangs-là sont toutes là. Vous rejoignez là. Donc, si je comprends bien, en fait, il y a une importance, selon toi, à travailler en personne, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont en télétravail, là, majoritairement. Ben écoute, c'est une question d'habitude puis avec qui tu travailles. T'sais, si tu viens au bureau et tu fais juste des teams avec du monde US, c'est un peu pas motivant. T'sais, si t'aimerais mieux faire chez vous, sauver le trafic ou le char, c'est correct aussi, mais pour ma part, le contact humain, c'est important. Mais on passe quand même pas mal toutes les journées en team parce qu'il y a un gars de Sherbrooke, un gars de Laval, un ci, un ça. C'est interset, hein? Fait qu'on n'oblige pas nécessairement de tout dans la même pièce, à moins que ce soit obligatoire, là, que ce soit pertinent. Oui, je comprends. Puis ton frère, lui aussi, il rentre travailler pas mal? Oui, mon frère, il vient à Granby assez souvent, mais c'est sûr que lui, il est beaucoup à Montréal avec les showrooms, les clients, aux États-Unis, au Canada. Puis lui, ça n'est un cas qui pourrait venir au bureau, mais faire juste des meetings avec les États-Unis puis avec du monde ailleurs. Fait que souvent, il va travailler plus de chez eux quand c'est des journées type où est-ce que ça vaut pas la peine nécessairement de venir. Là. Je comprends. Est-ce que toi, en tant que gestionnaire, tu as l'impression de éteindre des feux à longueur de journée ou c'est pas ça ton quotidien? Comment tu gères les problématiques? Bon, on essaie de travailler sur la business et non dans le business, mais c'est tout un défi. C'est extrêmement dur de faire ça parce qu'il arrive plein d'affaires. Mais de plus en plus, on est quand même bien entouré là, pour essayer de pas trop travailler sur les urgences nécessairement. Mais des fois, la stratégie d'affaires devient une urgence. Là. C'est un autre débat. Là. C'est un peu ce qui nous arrive des fois. Oui, puis d'ailleurs, actuellement, là, tu nommes les États-Unis. Je pense que tout le monde qui est à l'écoute est conscient là, qu'il y a un certain conflit commercial, là, on peut dire ça ainsi. J'imagine que ça affecte Artopex. Comment vous le vivez en ce moment? Ben, à date, on est chanceux parce que dans le fond, tous les produits sont sur le libre-échange, l'entente de libre-échange. Fait que dans le fond, il n'y a pas de tarifs, à part les tarifs de la Chine, des produits qui arrivent de Chine. Fait que ça oui, il y a des petits impacts de ce côté-là. Mais à date, on a fait beaucoup de meetings qui n'ont pas servi. On espère qu'ils serviront jamais. Fait qu'on a fait une stratégie. S'ils mettaient 25, on faisait quoi? S'ils mettaient 20, on faisait quoi? S'ils mettaient 10, on faisait quoi? Etc. Pour avoir une stratégie claire, la journée qui mettait des tarifs, qu'est-ce qu'on annonçait aux clients, qu'est-ce qu'on disait, c'était quoi les mémos. Mais heureusement, on n'a rien fait de sérieux
depuis ce Pour temps-là. l'instant. Puis est-ce que les commandes ont arrêté? Je sais que dans certains secteurs, ça a comme stoppé d'un coup. Donc, nous autres, on est plus 4,5% cette année de vente. Fait qu'on est super contents. Félicitations. Je m'occupe pas des ventes, mais je vais prendre les félicitations pour les transmettre aux Non, ventes. mais quand même, ça veut dire que C'est un tout. c'est un tout, hein. Ouais. Tu sais, c'est une synergie parce que si les pièces sont pas bien faites, si toutes les opérations fonctionnent pas, après ça, les ventes, faut qu'ils rattrapent un peu les gaps des opérations. Totalement. Donc, c'est vraiment une synergie, là. Sûr que c'est une année où il faut un petit peu baisser les prix pour être sûr de protéger le marché. Le marché se corse un peu. Parce qu'on est dans les entreprises de mobilier de bureau et les mobiliers résidentiels avec Trica qui vont bien. Là, parmi toutes les entreprises, on est dans ceux qui vont bien. Ça, c'est les fournisseurs qui nous disent tout le temps, vous autres, vous êtes tout en croissance, mais c'est pas tout le monde qui est en croissance dans le marché. Fait que ça, on est pas mal contents. C'est un gros travail d'équipe. Là, tu as nommé tantôt telle acquisition, on vient d'acquérir telle entreprise. Si je comprends bien, en ce moment, vous avez une certaine stratégie d'acquisition, vous avez plusieurs usines. Fait que veux-tu nous dresser un peu ce portrait-là? Je vais être bien honnête avec vous, je pense qu'un sujet qu'on n'aborde pas assez sur le Startup Podcast et il s'agit de l'univers des subventions. C'est compliqué, c'est compétitif, on sait pas vraiment par où commencer, puis on va se le dire, c'est étourdissant. Je pense que malheureusement, il y a plusieurs PME, plusieurs grandes entreprises, plusieurs entrepreneurs qui pourraient en bénéficier, mais qui ne le font pas. C'est pour ça qu'on est très heureuse de vous annoncer qu'on collabore avec l'entreprise québécoise Hello Darwin. Hello Darwin, ça fait des années que je les connais, bien avant qu'on ait le Startup Podcast, et j'ai toujours su que c'était un partenaire clé pour les entreprises d'ici. Hello Darwin facilite la recherche en subvention et maximise l'obtention de financement grâce à une équipe qui vous accompagne à travers chaque étape du processus. C'est vraiment exceptionnel. La plateforme de Hello Darwin couvre plus de 3000 subventions, donc on va se le dire, les chances de trouver une subvention qui convient à votre entreprise sont très élevées. Donc l'étape 1, elle est très simple, c'est de se créer un compte sur la plateforme de Hello Darwin en se rendant sur le hellodarwin.com. C'est gratuit et qui sait, ça peut vous permettre de sauver des milliers de dollars, si pas même des centaines de milliers de dollars. Ouais, fait que dans le fond, les acquisitions, pour l'instant, c'est plus des acquisitions de produits ou de choses spéciales autres que de la capacité de production. La capacité de production, on en masse, dans le sens que on a bâti beaucoup avec le temps, dont une nouvelle usine à Sherbrooke qui est en construction présentement, qui est vers la fin du processus, qui va être l'usine la plus automatisée nord-américaine. Fait que on l'a Là, on va vouloir aller visiter, ça, là, on va j'allais se dire. Exact. Sur le boulevard industriel. On l'a déjà présentement, la première, c'est à Granby, puis là, on a créé la deuxième. On a les deux plus automatisés en nord-américaine dans notre domaine. Fait qu'on bat tous les Américains, tous les Canadiens qui sont bons dans notre marché. Fait que ça, on est vraiment, vraiment fiers. Fait que la capacité de production, on en masse. Fait que la stratégie d'acquisition pour nous, c'est vraiment des produits. Trica, c'est un très bel exemple. Les produits sont très design, très avancés. Fait qu'on compte sur ces produits-là pour prendre des produits de leur collection, les adapter, les mettre dans notre collection, puis de garder le meuble résidentiel très actif, mais de profiter de leurs produits pour monter, dans le fond, notre qualité de raffinement de produits et de design. Puis là, ça fait peut-être une question, mais mettons, comme moi, demain matin, là, j'achète un salon de coiffure. Moi, j'ai un salon de coiffure qui est à côté. J'ai pas nécessairement besoin du salon puis des chaises. T'sais, si dans mon salon actuel, j'ai une capacité de production, comment on négocie une acquisition si on n'a pas besoin de leur production actuelle? Ben là, dans le cas de Trica, c'est pas vrai qu'on n'a pas besoin. On a vraiment besoin parce que eux, ils fabriquent des choses que nous autres, on n'est pas habilités à fabriquer. Fait que la beauté des produits qu'ils ont, c'est une technique de fabrication qui est beaucoup plus difficile à faire que nous, qui demande une certaine expertise. Fait que là, dans ce cas-là, ça prend absolument l'usine puis absolument tous les employés, puis il faut vraiment faire grandir ça. Eux aussi, ils ont des techniques de rembourrage brevetées. Ça veut dire qu'ils sont capables de rembourrer un divan. Je vais vous expliquer ça vite. Oui. Il y a comme ils font une boîte en métal noir où est-ce qu'ils vont mettre un recouvrement de divan. Puis dans le fond, il y a des lattes dans le recouvrement qui fait la suspension du divan. Puis ils vont venir l'enrober en dessous, mais à la place de venir taquer ça puis tirer sur le tissu, c'est vraiment avec un outil spécial
qui vont venir comme l'accrocher en dessous du fameux boîtier de métal. Fait que c'est vraiment un système ingénieux pour rembourrer des divans que n'importe qui, toi, moi, on pourrait le faire sans problème. Fait que ce que ça fait que les gens que tu as besoin pour fabriquer sont un peu moins spécialisés, puis tu peux en faire plus, puis c'est moins dur physiquement aussi. Fait que vous êtes vraiment dans un mode d'optimisation, puis est-ce que vous visez à moyen long terme de justement intégrer ce processus-là dans vos usines Artopex pour en faire la production? C'est sûr qu'on va le regarder. Dans le fond, tous les trucs que les usines ont, peu importe c'est laquelle, on est toujours très sensible à regarder pour essayer de s'entraider. Là. C'est sûr que ça fait partie des stratégies. Parce que dans chaque usine que vous avez, la production est quand même un peu différente, là. Dans le fond, on essaie d'avoir des usines en lien avec des produits. Fait que, mettons, une usine qui fait le stratifié, une usine qui fait la mélamine, une usine qui fait les chaises. Ça donne que les chaises et les fauteuils sont dans la même usine. Trica, c'est plus des produits plus de métal, avec du vrai bois. Fait que c'est comme un ajout de matériaux que Artopex n'a pas, parce qu'on n'a plus de vrai bois depuis justement la pandémie. Fait que c'est un ajout de matériaux. Faut qu'on amène des produits, on amène des nouveaux matériaux, on amène des nouvelles façons d'assembler qui sont optimisées. Est-ce que vous produisez seulement pour vos marques à vous, c'est-à-dire, moi, j'ai une entreprise, je peux acheter du mobilier Artopex, Logiflex, peu importe, ou vous produisez aussi pour, comme en white labeling, là, tu sais, donc, par exemple, vous seriez le producteur des divans chez Structube ou Cozy. Est-ce que vous faites ça ou non? Non, on est vraiment juste sur notre marque. Vos marques à vous. Sauf que vous possédez différentes marques, parce que de ce que je connais à Sherbrooke, il y a Artopex, il y a Logiflex, il y a Emblème, si je me trompe pas. Dans le fond, Emblème, c'est un distributeur. C'est notre distributeur le plus stratégique, dans le fond, au Québec. Parce que c'est le plus gros volume, dans le fond. Mais oui, il y a Artopex, Logiflex, Trica et Canbec, présentement, la cuisine. Fait que toutes les marques ont comme un peu un rôle. Mais de plus en plus, on va essayer de travailler de plus en plus tout le monde ensemble. Pour vraiment aller chercher les forces de tout le monde puis essayer de ne pas travailler trop isolé, là. Puis vous avez, avec toutes ces différentes marques-là, vous avez comme une clientèle plus entreprise puis une clientèle plus domicile, si je comprends bien? Dans le fond, Canbec, c'est les armoires de cuisine, fait qu'on vend à des gros contracteurs qui font du locatif à Montréal. OK. Trica, c'est une marque résidentielle, fait que c'est vraiment pour les maisons, mais on fait aussi un petit peu de contrat, un peu d'hôtel, surtout aux États-Unis. Artopex, c'est plus la marque qui est vue comme le portefeuille de produits complet. Ce qui veut dire que là, on a des panneaux de système, des classeurs, des fauteuils, des chaises, des bureaux, des tables ajustables. Puis le Logiflex, c'est des chaises et de la mélamine seulement. Fait que lui, il y a moins de produits, mais il y a une grande flexibilité dans son brand. Fait que dans le fond, il accepte de faire plus d'affaires un peu différentes. Fait qu'il se démarque un peu par ça. Fait que ce serait là des commandes personnalisées, ce serait plutôt chez Logiflex ou vous en faites chez Artopex aussi? Dans le fond, dans une grande ville aux États-Unis, souvent, il va y avoir la présence des deux marques vendues par deux représentants différents. Fait que ça se peut qu'ils se fassent même compétition. Ça pourrait arriver. Comme plein d'autres compagnies qui ont plusieurs marques. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est plus de mieux couvrir le marché. Parce que dans le fond, dans la grande ville, avec deux marques, tu peux être à deux places. Fait que tu peux bâtir sur deux équipes, puis tu peux couvrir plus large. Puis, peux-tu le décortiquer? Parce que justement, c'était ça mon questionnement. Pourquoi pas tout mettre sous, on va dire, le nom d'Artopex? C'est pourquoi garder les marques distinctes? Là, tu dis que ça permet de couvrir un plus grand territoire, mais pourquoi pas avoir Artopex deux fois dans une même grande ville? C'est sûr que, mettons, si on met Canbec, on va repartir avec Canbec. Canbec, c'est un monde de cuisine. C'est un monde en soi. Fait que c'est la construction, c'est des prises de mesure. Eux, ils font du built-in de meubles sur mesure. Fait qu'ils vont vraiment fitter en deux murs de gyps. Ils installent avec des installateurs CCQ. Fait que, tu sais, ça se mélange pas tant. Trica, c'est du meuble résidentiel. Si vous allez chez Maison Corbeil, vous allez voir la section Trica. Ils sont très reconnus dans le résidentiel, fait qu'ils ont leur propre brand pour leur propre marché qui n'est pas le nôtre. Après ça, si on tombe dans Artopex, Logiflex, ben c'est sûr que ça pourrait se mettre ensemble, mais là, la force puis la discipline, c'est de couvrir plus large. Je comprends. Fait
Est-ce que l'idée pour vous, c'est d'avoir un certain portefeuille de différentes marques de mobilier quelconque? Est-ce que c'est ça la vision à plus long terme? Ou? Ben, comme on disait, je pense que c'est vraiment d'amener des nouveaux produits puis un offre plus grand. Fait qu'un exemple, si il y a une compagnie de panneaux de feutre ou de accessoires acoustiques qu'on n'a pas, puis ça amènerait les produits à un autre niveau, puis serait bon, puis il y aurait le monde qu'il faut pour gérer ça. Ça serait intéressant peut-être. T'sais. Fait que c'est plus d'ajouter au portefeuille de produits en ce moment là, qui serait plus la stratégie. Bien, répondre à tous les besoins, au plus de besoins possibles d'un seul client, finalement. Exact. Puis là, vous êtes vraiment fort sur l'innovation. Tu sais, les premiers en Amérique du Nord, sur vos usines, tout ça. Comment on fait pour stimuler ça ou aller chercher les meilleures technologies quand on a autant de chapeaux? Tu sais, ça représente combien de temps, l'innovation? Ben, dans le fond, c'est sûr que ça prend une genre de veille légale. Là, pas une veille légale, mais une veille de technologie constante, là, pour bien comprendre. Mais comme un exemple, au mois de mars, on était en Chine. J'étais en Chine 17 jours avec un partner. Il y a deux autres employés qui sont venus nous rejoindre 10 jours. Puis au show en Chine, à Shanghai, OMAG, il était là. Fait que OMAG, c'est l'équipementier qui fait que nos usines sont les plus automatisées. Fait qu'il était là avec tout leur équipement puis leur équipe. Fait qu'on se côtoie régulièrement, à chaque année, pour voir c'est quoi les nouvelles technologies. Il y a des shows spécifiques aussi qu'il faut vraiment aller pour être au goût du jour. Puis, tu sais, nous autres, on a une grande ouverture avec eux. Là, on se fait présenter les nouveautés. On est un très bon client. Oui, c'est ça. Fait que là, ça a commencé quand, ce désir-là d'innover? Est-ce que ton père l'avait déjà beaucoup quand tu étais jeune ou c'est ton frère et toi qui l'avez un peu amené, là, l'idée de... Mon père, il est vraiment au-delà de... Tu sais, vraiment... en grande mission d'automatisation. Là. Chez nous, les robots s'appellent Daniel 1, Daniel 2. Là, et lui, il avait vraiment montré à tout le monde que plus qu'il mettait des machines, plus qu'on avait des commandes, plus qu'il y avait de monde. Fait que c'est comme chez nous, c'est même pas tabou. Ils n'ont pas peur des machines pendant tout. Ils sont comme... Ah, c'est bon, ça. Ouais. Fait que c'est vraiment... ça fait des années... Il y avait cette vision-là, lui. Puis l'idée avec ça, c'est justement qu'en ayant plus d'automatisation, il y a plus de volume, puis... C'est la qualité du produit, c'est le volume, c'est sûr, puis c'est aussi des emplois à valeur ajoutée. T'sais, fait que dans le fond, la journée que tu as un parc 100% automatisé, mais c'est des électromécaniciens que tu as besoin, c'est des ingénieurs, fait que là, c'est un autre game de... Puis de toute façon, t'as pas le choix, là, Puis nous, on est vraiment en avant là, de plusieurs personnes sur la philosophie de l'entreprise là-dessus, parce que nous, on n'achète pas de machine pour un payback nécessairement seulement. On va acheter une machine parce que, dans le fond, la qualité, le volume, la stabilité, puis vraiment l'avenir. Est-ce que c'est des... Bien, j'imagine que c'est des grandes décisions. Acheter ces machines ou faire ces optimisations, ça doit coûter très cher. C'est quoi le processus quand vous avez une nouvelle idée d'optimisation? Disons, c'est pas super compliqué, là, dans le fond, la façon qu'on fonctionne pour décider, nécessairement. Là. Mais on a des équipes là, d'intégration, on a des gens qui sont vraiment responsables. Comme à Granby, on a un gars qui s'appelle Olivier, qui est responsable de la ligne automatisée. C'est un gars qui vient de la compagnie OMAG, qui est en installation chez nous quand on est installé en 2017-2018. Puis à la fin de l'installation, il dit « Je veux travailler ici ». Lui, il va travailler dans notre usine, puis c'était la plus haute. Puis il est encore là aujourd'hui. Fait que là, on essaie avec Olivier de le promener d'usine en usine pour qu'il reste passionné, là, puis qu'il y ait plusieurs défis. Fait que c'est vraiment une culture technologique élevée. Oui, parce que je me dis, mon premier réflexe, c'est de penser que ça pourrait faire peur du moins d'un point de vue externe, ça peut faire peur aux gens de se dire ah là, il automatise des processus qui coupent des emplois, mais moi, ce que j'entends dans ton discours, c'est quasiment le contraire. On automatise des processus pour créer des emplois encore plus... des emplois différents, finalement, qui sont peut-être plus soutenables à long terme, parce que de toute façon, on s'en va tous vers cette courbe-là, tous, ceux qui ont des usines, bien entendu, vers cette courbe d'automatisation. Fait que les emplois que vous créez vont perdurer dans le temps, si je comprends bien. C'est ça. Puis nous autres, c'est vraiment les humains au centre de la technologie. Fait que tu mets les humains au centre, tu mets la technologie à l'entour, puis on réussit à faire de quoi de vraiment beau avec ça, parce que ça marche pas tout seul. Puis là, c'est un autre level de programmation puis de maintien, fait que tout ça s'est bâti à travers les années.
les skills, les compétences des gens, ils ont vraiment monté pour regarder, puis il y a même des steps qu'on a fait que si on n'avait pas fait le step d'avant, ça n'aurait jamais marché. Fait qu'il y a comme des étages, tranquillement, des marches qu'il faut que tu prennes là-dedans, parce que ça peut pas tomber, il faut l'automatiser du jour au lendemain. Le monde comprend Clairement pas. Non, j'imagine. Puis là, concrètement, ça ressemble à quoi dans une de vos usines, cette automatisation-là, pardon? Il va y avoir combien d'employés pour quel type d'automatisation puis de production? Comme mettons, une ligne automatisée de mélamine comme à Granby ou celle qu'on fait à Sherbrooke peut être opérée par 3 opérateurs et il va sortir environ 4000 pièces par 24 heures. Puis c'est 3 opérateurs par quart. Fait que 3 de jour, 3 de soir, 3 de nuit. Avec une équipe d'électromécaniciens alentour, plus des genres de personnes qui améliorent un peu les machines. Mais fait qu'avant, pour faire sensiblement la même ouvrage, on était 17 par quart. Fait que c'est toutes des machines individuelles avec des opérateurs individuels. Maintenant, c'est des gens qui gèrent une ligne automatisée. Fait que c'est vraiment différent. C'est fou. Puis quand en fait, vous avez vécu ce premier changement-là, là, de passer de 17 à 4, où ça s'est pas fait du jour au lendemain? Ben, ça s'est fait quand même assez vite une fois que la ligne elle a fonctionné, mais c'était tout un défi pareil de faire marcher cette ligne-là comme il faut. Là. La première année, c'était douloureux parce que là, si ça marche pas bien, la seule affaire qui te reste, c'est rajouter du monde. Mais là, de continuer à faire des affaires un peu à la main, puis juste vous compter, mettons, l'histoire. Nous, on a implanté la ligne automatisée dans une usine qui fabriquait déjà. Fait que c'est pas une nouvelle usine. Il y a une machine qui a fait... Il y a une machine qui a changé 6 fois de place dans toutes les étapes. Fait que, c'était vraiment compliqué. Là. C'était très, très, très compliqué. Puis ça a pris un bon 2 ans avant qu'on ait un minimum de résultats acceptables. Là, fait que c'était dur. C'était bien, bien, bien dur pour... c'est des gros changements. Fait que ça prend du temps, puis c'est pas simple. Faut avoir la vision aussi. Il faut vraiment y croire. Ouais. Les humains aussi qui gèrent ça, la gestion d'un humain qui est dans un changement puis dans une adaptation. Changer 6 fois la machine de place, pour certains humains qui l'opéraient, cette machine-là, juste que tu le changes de place dans l'usine, ça devait être quand même un défi. Là. Oui. Avez-vous beaucoup de gens qui carburent à ce challenge-là, justement, d'innover? Est-ce que même tu dirais que vous avez beaucoup d'intrapreneurs? Oui, c'est sûr qu'écoute, c'est une culture partagée, hein, fait que ça vient pas de 2-3 personnes, c'est vraiment plein de monde qui triple là-dessus. C'est le fun aussi d'accueillir des gens de l'extérieur qui viennent visiter puis de partager un peu. Tu sais, pour nous, c'est notre quotidien, mais pour d'autres, c'est comme next level, vraiment hot. Là. Fait que ça, c'est le fun. C'est flatteur. Ben, c'est clair. Puis comment vous accompagnez vos employés à se former pour soutenir tous ces changements-là? Ben, ça prend beaucoup de coaching, c'est sûr, mais ça prend aussi beaucoup de patience. Puis ça prend aussi des humains qui veulent embarquer dans le rôle. Là, on le voit souvent dans les témoignages, c'est beaucoup d'entraide. Puis, tu sais, au début, il n'y a pas tant de cours d'écrit, puis c'est pas tant documenté. Fait qu'il faut tout bâtir un peu, là. Fait que, aujourd'hui, on bat les pourcentages de fonctionnement du manufacturier. Le manufacturier dit qu'il est, mettons, 89% du temps supposé marcher. On marche à 92,5. Wow. On est capable de vraiment optimiser encore plus. Vraiment monter là, à un certain niveau que on s'attendait même pas nous-mêmes à être là. Puis sûrement qu'il y a un autre 0.5 ou 1 qu'on peut aller chercher. Là. Ah non, ça, c'est fascinant, par exemple, parce que ben, c'est le futur aussi. Là, c'est beau d'être un pilier un peu de ce changement-là. Là, c'est pas rien ce que vous êtes en train de vivre. Félicitations. Est-ce que toi, tes frères, tous vos collaborateurs, comme tu dis, l'équipe, est-ce que vous prenez le temps de vous arrêter quand vous quand vous vivez des si beaux accomplissements? Je te dirais, ça va paraître un peu bizarre, mais notre annuel, moi et mon frère, c'est quand on est à la chasse, qu'on est déguisé en feuilles, puis là, on arrive dans le bois. Puis on est dans le bois, puis on se dit, ben l'année passée, on était là, puis aujourd'hui, on est là. Fait que c'est plus des moments où on réussit à sortir un peu du quotidien. Je pense, puis aussi les gros événements clients, quand les clients sont là, puis que tu as tous les nouveaux produits, puis que les nouveaux clients sont contents, puis sont motivés de voir les nouveautés, c'est tant le fun de filer ça un peu. Oui, ça revient toujours à l'humain. Oui. Puis la chasse, c'est quand même vraiment un moment introspectif, je pense, pour tous les chasseurs. Là. Est-ce que vous faites comme la revue au complet de toute votre année à chaque fois ensemble, ou c'est plus chacun dans votre watch puis individuel? On fait pas de revue, pas du tout. On est juste en pick-up pendant 4 jours ensemble, puis dans le fond, on a un guide, puis
on essaye de juste comme parler d'autres choses, mais tu sais, veut pas la job remonte tout le temps, là, c'est sûr. C'est ça. Puis souvent, ce qui remonte, c'est qu'est-ce qui nous fatigue. Fait que là, c'est encore plus intéressant. C'est qu'est-ce qui me fatigue dans nos sphères respectives. Mais c'est tout ça un moment pour être ensemble, comme on disait, là. Aller chercher à l'extérieur de l'entrepreneur, à l'extérieur de... Oui, nourrir cette complicité-là. Puis, as-tu des conseils ou des apprentissages que toi, tu as fait par justement cet univers-là du reprenariat à partager peut-être avec les gens qui écoutent, parce que c'est quand même, je vais dire, tendance, là, parce qu'aujourd'hui, en 2025, il y en a de plus en plus des entreprises à reprendre. On a plein de gens qui nous écoutent qui sont là-dedans. T'sais. Oui. C'est une bonne question, ton enfant. Oui. Ça mérite une gorgée de café. Oui, c'est ça, vas-y. Non, mais dans le fond, c'est sûr qu'il faut vraiment que tu aimes ça, parce que c'est intense, les rôles, tout ça, mais tu sais, je pense qu'on s'impose en tant qu'entrepreneur aussi beaucoup de choses, là, tu sais, gestionnaire, là, tout court, là, tu sais, les gestionnaires qui ont 20, 25, 30 employés, tu sais, c'est bien des tracas pareils au jour le jour, tout ce qui peut arriver dans la vie de tous les jours. Mais moi, je pense que ce qui est le plus important de retenir, c'est qu'il faut avoir du fun en faire ce qu'on fait. Fait que si c'est pas le fun, ça peut être super plate, mais ça peut être le fun dans les bouts de plate. T'sais. Fait que à un moment donné, des fois, on prend ça trop au sérieux. Fait que là, il faudrait comme faire des jokes. Fait que là, à un moment donné, t'as comme pas le choix. Faut être du fun. Si t'as pas de fun, fais pas ça. Fais d'autres choses. C'est clair. Comment vous nourrissez votre fun? Ben, disons, c'est vraiment au quotidien. Tu sais, on se connaît par cœur. Tu sais, moi, mettons, je fais des jeux de mots qui sont vraiment maladroits, mettons. Fait que là, ça fait rire les gars. Ils rient. Mais tu sais, c'est juste des jeux de mots, mais c'est des jeux de mots dans le désordre. Là. Tu sais, j'invente des affaires, mais c'est des affaires anodines. Tu sais. C'est la simplicité, en fait, de la connexion. Oui. C'est ça qui te rassemble. Ça l'a toujours été comme ça? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est un mindset aussi, là. Tu sais, l'arrivée de l'été, puis là, le mindset, c'est dans le business, il y avait le COVID, c'était pas drôle pantoute, là. Ça riait pas fort, mais tu sais, à un moment donné, c'est le mindset, tu sais. Faut profiter des beaux moments aussi quand ça va bien, puis quand ça va mal aussi, il faut avoir du fun, mais quand ça va bien, il faut quand même dire. Oui, il faut se féliciter, il faut que tu vas l'apprécier. Puis la transition, là, quand ton père a comme officiellement pris son pas de recul, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile pour lui de se reculer pour vous ou vous étiez prêts? Ben, dans le temps, je peux pas vraiment le dire parce que je pense qu'il l'a fait par principe parce qu'il fallait qu'on prenne. Il fallait qu'on monte, mettons. Mais aujourd'hui, il y a un très, très, très grand pas de fait là, sur. Parce que c'est à lui, sa business qui a bâti de A à Z, puis qu'il a tout décidé. Fait que là, c'est sûr que c'est pas naturel de dire allez décider vous-même avec votre monde, mettons, tu sais. Mais là, il est vraiment bon, là, tu sais, il est capable de partir, mettons, l'après-midi, puis il a comme accepté qu'il y a une autre transition à faire, puis ça va vraiment bien. Fait que tu dis partir l'après-midi, fait qu'il vient encore au bureau. Oh, il vient. À tous les jours. Mais il est président, Daniel, encore. OK. Pardon, excuse-moi, j'avais mal compris. Puis dans le fond, même si on a eu les opérations, les deux frères, on a les opérations, c'est-à-dire on a pogné tout l'organigramme au complet, mais Daniel est resté président puis impliqué. Il est encore impliqué aujourd'hui, mais il est moins dans le détail puis moins dans toutes les discussions. On parlait de confiance tantôt, ben ça passe beaucoup par la confiance, sinon ce serait impossible à faire. OK, je comprends. Donc, dans le fond, une position beaucoup plus stratégique. Oui, plus stratégique. Puis aussi, tu sais, à un moment donné, d'autres passions. Là. Il a développé d'autres passions. S'acheter une terre, bâtir une érablière. Fait que, tu sais, développer d'autres facettes à son arc. J'imagine qu'il a travaillé, tu l'as dit tantôt, qu'il est très travaillant. Il a travaillé beaucoup durant les 45 dernières années, avant probablement aussi. Il a fait plus d'heures que nous, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça doit pas être facile pour quelqu'un qui a passé sa vie dans une entreprise de prendre un petit step back, mais... C'est ça. Mon père, c'est un gars de projet. C'est un pilote d'hélicoptère aussi. C'est un passionné de chasse, de pêche, d'hélicoptère. Tout. Fait que oui, c'est un homme qui a des passions, ce qui l'aide énormément. Puis l'autre affaire, c'est que je dirais qu'il est capable à cette heure de slacker. Il est capable de se dire qu'on va prendre soin de ça. T'sais. Puis est-ce que ton frère et toi, vous êtes capables de faire ça aussi?
C'est une bonne question, ça. Mais je trouve ça drôle parce que... Ça dépend des jours. À chaque génération, on dirait qu'il y a des heures de moins qui arrivent. Ouais. Tu sais, en termes d'heures de travail dans les bureaux, puis tout ça, c'est fou quand même là, de voir qu'à chaque fois, on enlève un bloc d'heures pour laisser place aux patients, mais c'est pas évident, là. Non, c'est pas évident. Ben, surtout quand tu es passionné par ce que tu fais, là, tu sais, mais à un moment donné, c'est un équilibre aussi à un certain niveau. Avez-vous beaucoup de collaborateurs, d'employés qui sont, on va dire, plus vingtaine, trentaine, qui apportent une certaine perspective d'innovation qui peut vous surprendre des fois? Ou, tu sais, entre les générations, comme Camille dit, y a-t-il une synergie? Oui, c'est sûr que oui. Il y a quand même pas mal de nouveaux sangs, comme on dit, de jeunes dans l'entreprise. Puis ça, on encourage beaucoup ça, c'est sûr, c'est officiel. Il y a quand même aussi une belle gang de leaders jeunes qui peuvent grandir aussi. Ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on veut faire grandir nos gens. Fait que oui, on est bien entouré. C'est fantastique. Vraiment. Ben, c'est en collaborant avec plein de belles personnes, dont Team Factory. Oui. J'imagine que vous arrivez à outiller la relève, les jeunes générations, puis même tout type de gestionnaire que vous avez chez vous. Je crois que c'est une belle façon de les outiller pour les amener à évoluer. Bien aussi avec l'innovation, parce que tu n'as pas le choix. À un moment donné, si tu n'innoves pas, ben les jobs vont rester les mêmes salaires, les mêmes routines, les mêmes affaires. Puis gérer des gens qui font la même chose au quotidien, je pense que ça doit être quasiment plus difficile que de gérer de l'innovation puis du changement pour des gens qui aiment ça. C'est de les nourrir, tu sais, mentalement, finalement, au lieu de toujours faire la même chose puis l'espèce de stabilité qu'on aimait plus, on aime moins ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes que vous recevez sont plus contents de l'innovation qu'il y a quelques années où ça pouvait déstabiliser certaines autres personnes, je pense. C'est sûr que nos usines, aujourd'hui, ils fitent bien avec la nouvelle génération, puis sont très automatisées, fait qu'ils sont assez intéressantes. Je pense que c'est plus les humains à gérer dans cette innovation-là qui est le vrai défi, parce que dans le fond, il n'y a plus 12 façons de faire, puis le monde peut pas faire un peu de la façon qu'ils veulent faire. Il y a des processus en place aussi. Fait que, il y a beaucoup de facettes là-dedans, là, importantes à considérer. Ouais. Est-ce que vous avez des employés qui sont là depuis très, très, très longtemps? Oui, dans le fond, à chaque année, on fait les 25 ans et plus qui sont actifs. Puis on est 55 personnes. Puis on fait des soupers accompagnés une fois par année. Fait que ça, c'est les gens qui sont actifs qui ont 25 ans et plus. Puis c'est juste pour Artopex. Fait que là, je fais qu'ils sont pas dedans, puis Trika sont pas dedans encore. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment bien. Là, on peut se compter des vieilles histoires, puis là, on voit les gars qui ont évolué depuis le début. Fait qu'il y a vraiment du monde, là, comme lundi, j'étais avec un gars que lui, ça fait 40 ans qu'il est chez Artopex. Oh my God! Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'usine. Il travaille chez ProSystem, qui est l'usine de stratifier. Fait qu'il fait plein de jobs là-dedans. Là. Il fait de stratifier, il fait des tuiles en tissu, il fait plein de postes. Mais lui, il a vécu vraiment de A à Z, là, presque. Là. Mais c'est félicitations parce que c'est tellement inspirant, c'est beau, puis surtout dans un contexte d'innovation comme vous. Là, oui. Vous n'êtes pas une entreprise avec des usines qui font la même recette depuis 45 ans. Vous avez tellement innové. Fait que c'est vraiment inspirant d'avoir su fidéliser ces employés-là qui ont osé vous faire, qui vous ont fait confiance dans l'innovation parce que, comme Camille dit, pour des plus jeunes profils, là, ça fait moins peur l'innovation, mais pour des gens qui sont là depuis 40 ans, là, quand tu lui dis tout le système va changer, ça prend une confiance pour oser rester dans le bateau. Fait que j'imagine que vous la cultivez à travers plein de... Oui, puis tu sais, à travers le temps, il y a quand même du monde qui ont pas embrassé nécessairement l'automatisation, tu sais, qui ont dit, moi, je veux me limiter à faire ça. Il y en a très peu, là, mais il y en a, tu sais, pas été naturel pour tout le monde. Mais c'est sûr que ça a grandement évolué, puis les employés ont beaucoup évolué avec la technologie aussi. Puis ils sont contents, tu sais, c'est plus facile, là, les jobs d'usine qu'avant. Ouais. C'est juste côté physique, puis tout ça, c'est bien mieux. T'as bien raison. Sur le corps. Je propose qu'on poursuive notre discussion employé, collègue, univers avec Martin. Oui. Donc, avec Martin Pelletier et avec Martin de la Roseville qui va venir se joindre à nous. Fait que merci pour ton temps. C'était super intéressant. Puis pour ceux qui sont à l'écoute, je le redis, là, mais là, la semaine prochaine, vous pourrez écouter la continuité de cet épisode qui va sortir avec Martin et Martin. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci à vous autres.